21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Faut que je vous raconte. Dans mon café en bas de chez moi, ce vendredi, il parlait de ça. C'était dans le journal. Il y a 40 ans, un type en salopette à la radio lançait un appel. Une cantine gratos pour ceux qui n'ont plus les moyens. T'as déjà donné, toi, pour les restos du cœur ? A demandé le patron du bar à l'un de ses clients. En les écoutant, moi, parler, je me suis rappelé de Mathilde, cette fille au collège avec qui je m'entendais bien. On était dans la même classe, 4e, 3e. Je savais pas grand-chose d'elle, sinon qu'elle était cool et bien meilleure en maths que moi. Je me rappelle des blagues qu'elle faisait dès que les profs avaient le dos tourné en cours. Elle faisait partie de cette bande de couillons qu'on formait tous à l'époque. Un soir, je rentrais du judo. Quand sur la place que j'avais à traverser pour rentrer jusqu'à chez moi, je l'ai vue, Mathilde, qui faisait la queue avec son père dans la file d'attente devant le camion des Restos du Cœur. Gêné, moi, à l'époque, j'avais détourné le regard, puis marché vite, très vite. À tous les coups, elle avait pas dû me voir. Seulement le lendemain, dans la cour de récré, elle était venue dans ma direction. La voix douce, elle m'avait dit « Et alors ? La vie continue, non ? » Comme si c'était à moi d'être réconforté. Les Restos du Cœur, pour elle et ses parents, c'était devenu notre petit secret. Dans la classe, il y avait que moi qui savais. Je repensais à Mathilde en sortant du café. Quand j'ai recroisé Marc sur mon chemin, lui et moi, on a fait connaissance il y a 2 ans à peu près, quand il s'est installé dans mon quartier. Depuis, ces nuits, il les passe sur les grandes marches d'un immeuble haussmannien. Généralement, il arrive vers 20h pour déplier son duvet et ses cartons. Avec lui, il a toujours son petit poste de radio sur lequel il y a un autocollant du drapeau suisse. C'est de là qu'il vient Marc, des montagnes. Quand il avait des ronds, un toit, une femme et un boulot. Le camion de l'aide alimentaire, ça fait quelques années déjà, lui aussi, qui patiente devant quotidiennement. Depuis 40 ans, des Mathilde, des Marc, il y en a tellement qu'on les compte par dizaines de millions. Alors même si ça change rien, ce soir, j'ai envie de leur dédier cette émission. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Et vous, comment allez-vous ce mardi soir ? Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode en direct de Juste avant la nuit, que vous pouvez suivre en direct sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, également sur le www.johanrock.fr. Tiens, si vous suivez en direct sur Facebook, n'hésitez pas, comme on le fait et comme vous avez l'habitude de le faire régulièrement, de partager le flux de la vidéo sur votre page. Vous pouvez également liker, mettre un petit commentaire, ça permet de gagner en visibilité cette émission. Il en va de même sur YouTube. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un petit commentaire, même pas n'importe quoi, votre prénom, ne serait-ce que quelques mots, ça permet, quoi que vous écriviez, aussi de faire remonter la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Je salue d'ores et déjà le chat avec de nombreux auditeurs parmi vous de l'autre côté de leur écran. Flore, Gorka, Martine, Anna, Cathy, Sylvie, Marie, Isabelle, Marie-Claude, Martine, Caroline avec un K, Claudia, Isabelle, enfin vous êtes de plus en plus nombreux comme vous le faites dès le début de l'émission à vous manifester de l'autre côté de vos écrans. Si vous laissez un numéro sur le répondeur, qu'à cela ne tienne, vous savez qu'il est fait pour ça, cet espace de parole. Le numéro est gratuit et vous pouvez joindre le répondeur de Juste avant la nuit sur le 07 56 85 55 85. Tiens, j'en profite pour d'ores et déjà répondre à ces messages que vous m'avez envoyés depuis vendredi. Vendredi, nous faisions une émission spéciale, invitée sur Radio Resto. Pendant 48 heures, des animateurs se sont relayés pour récolter un maximum de dons. Et donc, vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, entre minuit et 2 heures, on a fait une émission spéciale avec des témoignages, comme on a l'habitude de le faire depuis maintenant presque 4 ans. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais où est-ce qu'on peut réécouter le podcast ? Il était trop tard, je me suis endormi. Donc, ce soir, j'ai décidé de faire en direct un remix de cette émission de vendredi dernier avec
vos messages sur le chat, par internet, tout ce que vous m'écrivez, mais aussi un remix des témoignages qui sont passés entre minuit et 2h. On va commencer d'ici quelques instants, et puis ça me laissera le temps, pendant la diffusion de ce témoignage, de vous répondre en direct, si vous le souhaitez, sur le chat du www.johanrock.fr. En attendant, on va jeter une oreille sur le répondeur de Juste avant la nuit de cette semaine, un répondeur qui commence ainsi. Salut Johan, c'est Pierre de Chinon. Voilà, je te laisse ce message parce que je voulais poser une question à travers ton répondeur aux auditeurs. Parce que comme ça fait presque 3 ans que l'émission existe, je voulais demander aux auditeurs à travers ce message si, comme moi, de temps en temps, ils se rappellent quelque peu le prénom des auditeurs, des histoires peut-être. Moi par exemple, je me souviens d'une auditrice qui s'appelait Geneviève, je crois, qui partait dans le désert comme ça toute seule, ou encore de l'auditrice qui postait régulièrement des messages avec sa voix sur le répondeur, effectivement. Bonne émission, je continue à t'écouter. Bye bye. Bonjour Johan, c'est Nelly de Barneville. Je finis d'écouter votre émission hier soir parce que voilà, j'ai le Covid qui m'a sauté dessus là depuis jeudi, donc vraiment pas de trac, je commence vraiment à remettre un pied devant l'autre et j'ai pas pu tout écouter hier soir. Donc là j'écoute ce matin en reprenant des forces là tranquillement et j'ai écouté Michael qui disait qu'il marche beaucoup, qu'il s'occupe d'animaux pas mal. Et je l'entendais qui disait un sourire c'est important, même quelqu'un qu'on croise et qu'on ne connaît pas, on peut faire un sourire. Et moi j'ai un beau petit texte sur le don du sourire. Je vais vous le lire parce que je trouve qu'il est très bien. C'est ma prof de yoga qui nous l'avait donné et je l'avais mis dans un cadre et je trouve que c'était un très beau texte. Le don du sourire. Il ne vous coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Il ne dure qu'un instant mais son souvenir est immortel. Un sourire, c'est du repos pour l'être fatigué, du courage pour l'âme abattue. C'est une véritable antidote. Et si l'on vous refuse le sourire que vous méritez, soyez généreux, donnez le vôtre. Nul, en effet, n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne sait pas en donner aux autres. Voilà. Je vais vous laisser mon numéro, si vous voulez me rappeler, pourquoi pas. Allez, bonne journée, Johan. Au revoir. Merci Nelly, merci à toutes celles et ceux qui toutes les semaines laissent des messages sur le répondeur de Juste avant la nuit, 07 56 85 55 85. Le numéro est gratuit. Il est à vous, ce numéro H24. Vous pouvez le solliciter et j'aime entendre vos voix, vous le savez. Alors n'hésitez pas, 07 56 85 55 85. Le répondeur de Juste avant la nuit. 21h, 23h, Juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Juste avant la nuit, ce mardi, le dernier du mois de septembre, avec une formule un peu inédite puisqu'elle remixe les témoignages de vendredi dans la nuit, émission particulière qu'on a faite sur Radio Resto. Ça me donne l'occasion de vous rappeler que vous pouvez continuer, pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, à donner sur l'application Radio Resto ou sur le site internet radiorestoducoeur.org, des dons qui iront tous à la petite enfance, puisque cette année, la 6e édition de Radio Resto permet de financer les 0-3 ans pour acheter du lait infantile, des petits pots, des couches. Le site de Radio Resto, faites donc un beau geste. Donc des témoignages rediffusés tout au long de cette émission avec celui de Louisa. Louisa, souvenez-vous, elle était passée dans Juste avant la nuit lors de la première édition, c'était le 15 octobre dernier. Elle était venue parler de son père qui venait de mourir. Eh bien, elle était à nouveau avec nous. Bonsoir Louisa. Bonsoir. Louisa, vous avez quel âge? Où est-ce que vous habitez? J'ai 45 ans, j'habite à Paris. Vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans la communication. Et alors vous, ça fait bientôt 1 an que vous avez perdu votre père qui a succombé à la maladie d'Alzheimer. Et si j'ai bien compris, on va arriver à il y a quasiment 1 an, ce qu'on pourrait appeler la date anniversaire, alors que la relation qui était la vôtre avec votre père a été plutôt tumultueuse, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Vous allez me dire comment s'est passée cette année. Déjà, en quelques mots, si vous deviez me présenter votre père, son trait de caractère le plus probant, c'était quoi? Kabyle. Je pense que ça peut parler à pas mal de gens.
J'ai entendu une autrice dire récemment, les Kabyles, c'est comme les Bretons, mais encore avec la tête encore plus dure. Ouais, bon, ça c'est des généralités, mais sur un plan un peu plus personnel, comment vous pourriez me dire, vu de la fenêtre de vous, sa fille, quel homme il était avec vous? C'est quelqu'un qui était très taiseux, alors qu'il aimait beaucoup rire et il avait beaucoup d'humour, mais taiseux dans le sens où j'ai rien su de sa vie, de son parcours, de sa vie avant d'arriver en France, tout ça était noyé dans le silence. Vous ne parliez pas? Non. Chez nous, dans notre famille, et je dirais peut-être dans cette culture-là, il y a ce truc de ne pas transmettre aux enfants les malheurs, les traumatismes. On parle pas de tout ça, on met un voile dessus. Mais il y avait de la joie quand même. Je sais pas, par exemple à table, en famille, vous étiez combien il y avait d'autres enfants dans votre famille? Oui, moi j'ai 5 frères, donc c'est une grande famille. Bon, alors j'imagine cette table. Est-ce que le soir, il y avait un peu de joie, de l'effusion, ou comment ça se passait? Personne ne mouftait? C'était vraiment entre les deux, parce que ma mère supporte pas les silences, et mon père, lui, il voulait le silence à table. Donc ça se bataillait un peu entre les deux. Ils s'aimaient, vos parents, vous pensez? Je pense que ma mère a vraiment aimé mon père jusqu'au bout et passionnément. Mon père, j'ai jamais vraiment su, parce que j'ai jamais vu de démonstration d'amour. Ce qui veut pas dire qu'il l'aimait pas, mais en tout cas, il n'y avait pas de geste d'affection devant nous. Alors malgré tout ça, si je vous demandais par exemple de raconter un souvenir lié à votre père quand vous étiez gamine, qu'est-ce que vous sortiriez comme souvenir? Son scooter. Et il adorait son scooter. Oui, mais ça c'est pas son scooter et lui, c'est pas lui et sa fille. Non, son scooter et nous. C'est-à-dire que c'était une fierté pour lui d'emmener ses enfants sur le scooter et de faire une petite balade. Je suis pas sûr que ce soit très autorisé et très très sécurisant, mais on le faisait, et ça c'est un de mes premiers souvenirs avec mon père d'être sur son scooter. C'était quoi, une façon de vous dire qu'il vous aimait? Vous amener sur son scooter? Pensez? Je pense que c'était une façon de nous partager sa joie qu'il avait de cette liberté de pouvoir aller à droite à gauche comme il voulait, sachant qu'il a jamais eu son permis de conduire. Là il retrouvait un peu son autonomie et oui, sa liberté. Il avait eu une histoire compliquée, votre père, quand il était enfant ou plus jeune? Je sais juste que ma mère m'en a dit, donc je sais qu'il a connu la guerre. C'est quelqu'un qui est né en 1941 dans les montagnes de Kabylie, et donc il se réveillait la nuit encore avec des cris, parce qu'il se souvenait de devoir absolument sauver les moutons des Allemands. Alors je suis pas allé creuser pour savoir quand est-ce que les Allemands sont arrivés dans les montagnes d'Algérie, mais ce truc l'a vraiment marqué, parce que c'était sa charge de s'occuper des moutons alors qu'il avait à peine 4 ou 5 ans. Et apparemment un truc marquant, c'est que son père l'a accusé d'avoir perdu des moutons plutôt que d'avoir survécu à des bombardements. Donc ça avait l'air d'être quelque chose de très marquant, la guerre puis l'exil. Mais tout ça... Mais tout ça, c'est votre mère qui vous a raconté, parce que lui, il ne disait rien. Exactement. Mais comment on grandit, Louisa, avec un père qui est une sorte de héros du cinéma muet, j'ai l'impression? On grandit dans une certaine opposition silencieuse. Oui, c'est ça que j'allais vous demander. Quand je disais en ouverture de notre échange, c'était tumultueux entre vous. Est-ce que vous avez fini par lui en vouloir d'être dans ce mutisme? Oui, parce que il y avait des choses que je comprenais pas de lui, et lui ne comprenait pas non plus. Moi, je suis de la génération qui est née en France, donc avec cette double culture, mais d'abord française, et lui arrivé avec autre chose, et donc évidemment l'adolescence, ça a beaucoup été problématique, parce que moi je voulais sortir avec mes amis, je voulais aller à des fêtes, tout ce qu'il y avait de plus classique, et pour lui c'était hors de question. Là il parlait. Oui, là c'est non, tu sortiras pas, tu restes à la maison, je m'en fous que ce soit avec des amis, je m'en fous que les parents soient là. Et donc ça, oui, j'ai été très en colère, et je lui en ai voulu, oui. Vous lui disiez? Ou non? Bien sûr. Ouais. Bah oui, moi aussi, moi je m'exprimais. Donc ça partait au clash. Voilà. C'était pas évident. Et une fois que vous avez été jeune adulte, vous avez continué à lui en vouloir, ou finalement les choses sont un petit peu apaisées? Ça s'est apaisé parce que je passais un peu moins à la maison, et puis j'ai essayé de faire ma vie de jeune adulte, et voilà, je me dis de toute façon il va rester à la maison, ils vont finir leur jour ensemble, c'est ce que souhaite ma mère.
Même s'il y avait une part de moi qui disait mais elle pourrait très bien refaire sa vie. Mais bon, voilà, c'était mes rêves à moi. Et puis un jour, il a fallu que je me rapproche un peu plus vu qu'ils ont eu des problèmes de santé tous les deux. Comment vous avez appris que votre père était malade et avait cette maladie d'Alzheimer? Je veux dire, quels ont été les premiers signes qui vous ont alerté? C'est ma mère, encore une fois, parce que elle était au quotidien avec lui. Et elle me disait que voilà, il y avait des oublis, il y avait des répétitions, un comportement parfois un peu étrange. Et puis même aussi des accès de colère. Alors c'était pas le plus calme des hommes, mais des accès de colère parfois qui lui faisaient vraiment peur. Donc ça, plus quelques petits signaux, j'avais vu sur internet qu'on pouvait poser des questions du genre qui est le président de la République, des choses comme ça, et qu'il répondait toujours à côté. Je me suis dit et puis voilà, on s'est dit on va peut-être consulter un neurologue, parce qu'il avait des tremblements aussi, donc on s'est dit ça se trouve c'est un Parkinson. Loupé, c'était Alzheimer, mais un Parkinson n'était pas à exclure non plus. Mais on l'a su grâce à ces signes et avec cette consultation avec un neurologue. Est-ce que ça a changé votre relation à votre père, cette maladie? Oui, j'ai été plus douce et compréhensive parce que je me suis dit que on ne sait pas depuis quand il était malade, parce que le diagnostic arrive parfois tardivement. Et puis, à quoi ça sert de s'énerver contre un malade? Pas à grand-chose. Hein. Oui, mais avant d'être un malade, c'était votre père. Et visiblement, vous aviez des choses à lui reprocher. Oui, et puis j'avais énormément de questions, mais là, j'ai compris avec ce diagnostic... que vous n'auriez jamais les réponses. Voilà. C'est quoi la question numéro 1 que vous auriez voulu avoir, la réponse que vous auriez voulu avoir et entendre de la bouche de votre père? Moi, j'aurais aimé d'abord qu'il me parle de lui et de sa vie, qu'il prenne le temps de me raconter tous ses malheurs, entre guillemets, et de son point de vue à lui. Peut-être que j'aurais mieux compris pourquoi il était devenu si dur. Est-ce qu'il avait été confronté dans les usines où il a travaillé au racisme, à la violence? Je ne sais rien de tout ça parce qu'il m'en a jamais parlé. Donc, j'aurais d'abord demandé papa, c'était quoi ta vie en fait? Pensez qu'il était conscient de la colère qui pouvait être la vôtre à son encontre, justement pour tous ces non-dits? Je pense qu'il se rendait compte que j'avais besoin de réponses et que j'étais déçu par lui. Parce que n'étant pas toujours très douce, au contraire, j'ai pu lui dire qu'il comprenait rien, que les autres pères, parfois, ils étaient plus compréhensifs que lui. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui l'a touché. Mais il réagissait comment dans ces moments-là, quand il entendait ça de votre bouche? Le silence. Toujours le silence. Donc lui, il n'a pas pu me dire pardon, et moi, j'ai pas pu le faire non plus. Donc je vis pas avec les regrets, mais je pense avoir été très présente pour l'aider au maximum avec tous les rendez-vous médicaux pour affronter cette maladie et d'autres. C'est tout ce que je peux me dire aujourd'hui, maintenant qu'il est parti. Vous avez dit hors antenne, j'ai été une super aidante. Votre mère, pendant cette période de maladie, quel rôle elle a tenu auprès de votre père? Le rôle d'une épouse dévouée, et c'est elle la première aidante, vu que c'est elle qui vivait au quotidien avec lui. Moi, je ne faisais que passer plusieurs fois par semaine, et plus quand on partait en vacances ensemble, mais donc c'est elle qui était au quotidien, qui ne disait pas tout d'ailleurs, bien sûr, de ce qui pouvait se passer comme accès de violence et comme peur qu'elle pouvait avoir au quotidien, ce qui doit être très dur de se réveiller avec un homme qui devient complètement je sais pas, bizarre, étrange et différent. Voilà, et elle l'a fait, donc elle l'a fait par amour. Elle se confiait à vous, votre mère, ces lendemains de jours de crise? Oui, c'est arrivé, et puis c'est arrivé aussi que avant qu'on sache qu'il était malade, que je lui propose une consultation avec un psy, ce qui n'est pas du tout dans sa culture, mais là, elle avait vraiment besoin de parler, parce qu'elle ne comprenait pas que mon père soit si dur avec elle, alors qu'elle-même était en grande difficulté, qu'elle sortait d'une hospitalisation. Elle se disait, mais moi, j'ai toujours été là pour lui quand j'étais pas bien, quand lui n'était pas bien, et pourquoi lui n'est pas là pour m'aider? Alors moi, je lui dis, c'est parce que c'est un homme. Et elle me dit, non, il y a autre chose, on a vécu tellement d'épreuves, pourquoi là, il n'aide pas? Et donc, elle en a parlé à ce psy. Et ça l'a aidé. Et ensuite, c'était une très bonne idée.
il y a eu cette idée d'écrire comme un journal intime à chaque fois qu'elle était triste ou en colère du comportement de mon père. Et un jour, elle m'a dit, moi, j'arrive pas à te dire ces choses-là et je sais pas si je dois te les dire, mais je te propose de lire quelques pages pour que tu comprennes ce que je vis. Et c'est pas facile, de lire le journal intime de sa mère, je vous le dis. C'est pas facile du tout. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce journal, qui vous reste encore aujourd'hui? Ce qui m'a marqué, c'est de voir à quel point elle avait été triste, déçue que son mari, le père de ses enfants, après 40 ans de mariage, ne soit pas capable de lui apporter un verre d'eau simplement pour qu'elle puisse prendre ses médicaments contre la douleur après son amputation, parce qu'elle a subi une amputation liée au diabète. Et je laisse imaginer aux gens ce que ça peut être de perdre un membre. Évidemment qu'on peut avoir des douleurs après ça et que c'est pas grand chose que d'apporter un verre d'eau pour que la personne puisse prendre les antidouleurs. Et même ça, mon père s'y refusait catégoriquement. Et ça, elle l'a écrit noir sur blanc et je me suis dit, mais là j'ai été très en colère. Je me suis dit, mais comment on peut faire ça? Comment on peut laisser quelqu'un dans la souffrance, même pas apporter un verre d'eau? Et je comprenais pas. Du coup, j'ai posé la question à son généraliste qui m'a dit, mais vous êtes sûr qu'il a vraiment entendu? Parce que votre père, il est en train de perdre l'audition. Donc si ça se trouve, elle lui a répété donne-moi de l'eau, et lui, il n'entendait rien. C'est peut-être une explication. Et donc oui, la suite de l'histoire, c'est qu'on a fait des tests et effectivement, il avait perdu 80% d'audition. Quand vous parlez de votre père, de ces dernières années de vie, de cette maladie, j'ai l'impression qu'il y a un halo de mystère. De mystère et de non-dit, d'incompréhension. Il y a beaucoup de choses et je sais que c'est quelqu'un qui pouvait être violent verbalement, qui a pu être violent physiquement aussi avec moi, mais surtout avec mes grands frères. Donc c'est très compliqué de pardonner, et en même temps, quand on revient dans une pièce où on a vécu de très belles choses, mais aussi des malheurs, on se sent tendu, le corps réagit en fait. Et les premiers temps, moi j'étais vraiment, à chaque fois qu'il était là, j'étais pas forcément à mon aise. Et puis voilà, avec l'âge, avec la maladie. Mais vous êtes une famille nombreuse. Vous avez parlé de votre mère, vous avez parlé de vous, qui avez été super aidante, tout comme l'a été votre mère, et vos frères et sœurs. De quelle manière ils ont pris part à la maladie de votre papa? Alors j'aurais aimé avoir des sœurs, j'en ai pas eu. J'ai des cousines, vos frères. Ouais. Ça, mais mes frères, ils ont plutôt été dans la distance pour certains, d'autres plus présents. Donc en gros, il y a vous majoritairement qui avez été au front. Oui, et puis j'ai pas été toute seule. J'ai eu aussi de l'aide de mes tantes, mais honnêtement, face à la maladie, je juge personne. Il y a des gens qui sont dans la fuite parce que ça leur fait peur. Moi, je pars du concret et j'ai essayé de voir qui pouvait m'aider et à quel moment j'étais toute seule. Non, j'entends, mais c'était juste pour savoir quelles avaient été les forces en action, si je puis dire. Comment vous avez réagi à la disparition de votre père? Évidemment, c'est un drame, évidemment, c'est un deuil, mais dans les conditions que vous me décrivez, il y a peut-être autre chose. Comment vous avez pris ça les jours d'après? Les jours d'après, on est comme dans le tambour d'une machine à laver. Il y a beaucoup de choses à gérer, donc on est vraiment. Enfin, moi, j'étais en pilote automatique. C'est-à-dire que j'ai pleuré, mais pas tant que ça. Par rapport à qui et pourquoi, mais en fait, j'étais vraiment dans ma mission d'aider ma mère au maximum dans cette épreuve. Si bien que je me suis pas concentrée sur mon deuil à moi. Je me suis dit, c'est d'abord le deuil de maman. Aider votre mère, ça pouvait aller jusqu'où dans les gestes d'affection, dans les gestes au quotidien? Ça veut dire aussi rester dormir à la maison. Donc pendant un peu plus d'une semaine, maman m'a dit je peux pas rester dormir seule dans cette maison. J'ai peur. Est-ce que tu peux rester dormir? Je dis oui, bien sûr. Mais je veux que tu restes dormir avec moi. Oui, je vais rester dormir avec toi. Non, mais dans mon lit. Ah, là c'est encore autre chose. D'habitude, ce sont les petits-enfants qui demandent à leurs parents s'ils peuvent dormir dans le lit quand ils sont vraiment tout petits. Là, c'était le schéma inversé. Donc vous avez dormi dans le lit de votre maman après la disparition de votre père. Combien de temps ça a duré, ça? Une semaine à peu près, une bonne grosse semaine. Et il y a des choses, des situations qui vous ont vous-même étonné suite à la disparition de votre père?
Oui, c'est les mystères du cerveau. C'est le fait que parfois j'oublie qu'il est mort. J'ai l'impression qu'il est encore là. Et donc, alors j'ai eu l'impression, ça c'est normal, hein, les premiers jours, j'ai eu l'impression de le croiser tout le temps. À chaque fois que je voyais un homme qui pouvait avoir sa silhouette, je pensais que c'était lui. Il a pu arriver aussi que je me dise, tiens, faut que j'appelle papa pour lui demander son avis sur ça. Bah non, tu vas pas l'appeler, non. C'est plein de choses comme ça, c'est très très étrange. Pensez avoir fait la paix avec votre père. Là, ça va bientôt être 1 an qu'il est parti. Est-ce que les choses se clarifient avec le deuil? Elles s'apaisent. Se clarifier, non, parce que j'ai pas les réponses et je les aurai pas. Mais il y a une part aussi qui est difficile à exprimer, mais il y a une part de soulagement. Ça, c'est un truc. Il s'est mêlé de culpabilité de comment ça se fait que je suis soulagé. Oui, je suis soulagé. Je vous pose la question, qu'est-ce qui fait que vous êtes soulagé 1 an après? Parce que il est parti dans de bonnes conditions, il est parti dans son sommeil. C'est une mort entre guillemets qui est douce. Il nous avait fait vivre une des pires frayeurs qu'on puisse vivre, c'est-à-dire qu'il avait fugué. C'est ce que font malheureusement parfois des malades d'Alzheimer. Il a fini par rentrer à la maison, à retrouver et on l'a cherché toute la nuit. Enfin, c'était un cauchemar cette nuit-là. Et il est rentré. Je me suis dit, mais on va vivre dans cette angoisse tout le temps. Ça va être horrible. Et finalement, il est parti avant de nous faire vivre d'autres angoisses comme ça, avant que la maladie soit vraiment beaucoup plus présente. Et ça a l'air d'être un vrai cauchemar, la fin de l'Alzheimer. Donc, il est parti avant tout ça. Donc oui, il y a une forme de soulagement, même si bien sûr il y a la tristesse et que maman est inconsolable. Je me dis qu'elle vivra pas les violences, elle vivra pas cette difficulté-là. Pensez-vous qu'on devient un bon parent, un bon père, une bonne mère, que c'est inné ou que ça se travaille et qu'on le devient avec le temps? Alors moi qui n'ai pas d'enfant, j'aurais du mal à répondre à cette question, mais je pense que ils ont fait de leur mieux. C'est ça qu'il faut se dire. Et il faut leur pardonner et se pardonner, nous aussi, de ne pas être des enfants parfaits. Hein. Lui, je pense qu'il a fait de son mieux aussi avec les bases qu'il avait. Sachant que j'ai su aussi, par la voix de ma mère, que c'est un enfant qui a été violenté toute son enfance, rejeté, qui a perdu sa maman très tôt. Voilà, tout ça peut expliquer un peu le personnage, mais je reconstitue un peu le puzzle avec l'aide de ma mère et quelques informations que je trouve. Mais j'ai fait la paix avec le fait que mon père restera un inconnu proche, mais un inconnu. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci. Au revoir. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Comment vous êtes parvenu, vous, à faire le deuil de vos parents? Comment vous avez vécu les semaines, les mois qui ont suivi? Est-ce que d'ailleurs on peut faire le deuil de son père, de sa mère? Et si oui, comment? Vous êtes quelques-uns sur le chat du www.johanrock.fr ce mardi à réagir au témoignage de Louisa. Caroline m'écrit Johan, serait-il possible... Attendez, ça c'est encore autre chose. Isabelle m'écrit, c'est un beau témoignage que celui de Louisa. J'ai bien connu cette maladie puisque ma maman a été atteinte, j'ai eu la chance de pouvoir lui offrir une fin de vie douce et elle n'a jamais été agressive avec moi. Annie, elle, m'écrit, j'ai perdu ma maman lorsque j'avais 7 ans. Et puis enfin, Cathy, elle, m'écrit toujours au sujet du deuil de ses parents et de la perte d'un père ou d'une mère. Moi, ça fait 8 ans qu'il est parti, il me manque beaucoup. Bonsoir Serge. Bonsoir. Bonsoir Johan. Serge, vous avez 71 ans, je crois que vous l'avez depuis samedi dernier, cet âge-là. Oui. Ça fait quoi d'avoir 71 ans, Serge? Je sais pas, Pas grand-chose, finalement. Il n'y a rien qui change, moi j'ai 40 ans. C'est quoi votre situation de famille, vous, Serge? Moi, célibataire, j'ai un fils quand même qui a 39 ans, mais je suis célibataire depuis... j'ai toujours été célibataire, j'ai jamais été marié, n'importe comment. Et alors vous avez une particularité, Serge, c'est que depuis des années, vous viviez seul dans les bois. Où ça précisément, dans les bois? Dans le Berry, je vous donne le nom du village? Dites
ce que vous voulez. Oui, j'habite un petit village qui s'appelle Perrasset dans le Berry, dans l'Indre. Mais alors, non seulement vous vivez dans les bois, mais décrivez-nous cet endroit dans lequel vous vivez depuis des années, en quelques mots. Eh bien, c'est une forêt, un chemin de terre qui passe devant chez moi, qui n'est pas goudronné, et comment vous dire, c'est une toute petite maison qui était construite en 1880, avec le restant des pierres d'un château qui était construit. Et le comte avait trop de pierres pour le château, donc il a construit une petite maison de 30 mètres carrés pour son garde-chasse. Et c'est moi qui ai acheté cette petite maison. Vous êtes à combien de mètres ou de minutes du premier habitant? Je suis à 700 mètres. Pourquoi vous êtes parti vivre là-bas? Est-ce que c'est une façon de dire, tiens, allez, je fais un pas de côté, je m'éloigne un peu du reste du monde? Non, j'ai toujours été solitaire. J'ai toujours aimé la solitude. Même déjà enfant, mes parents, quand on allait pique-niquer, des choses comme ça, ils me voyaient jamais. J'étais toujours parti dans la forêt, toujours à marcher, tout le temps. Et puis, la vie a passé. Je disais tout le temps, un jour, quand je serai grand, j'achèterai un morceau de terrain et je construirai une cabane. Et donc, c'est une cabane dans laquelle vous vivez en ce moment? Non. J'ai construit une cabane dans la Creuse. J'ai vécu dans une cabane dans la Creuse, sans eau, sans électricité, sans rien. Et là, je suis dans une petite maison en pierre, mais qui fait 30 mètres carrés. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. J'ai rien là. Je vis sans voiture, sans frigo, sans télé, La seule chose que j'ai deux choses. J'ai mon portable encore à touche, encore du portable, et ma petite radio à pile. C'est tout ce que j'ai rien d'autre. J'ai une table, deux chaises, et puis voilà quoi. Mais c'est quoi, votre définition du confort? Parce qu'hors antenne, il y a quelques jours, vous m'avez dit, je vis avec rien, et encore, c'est beaucoup trop. Oui, moi je trouve que je pourrais me passer de certaines choses. J'ai des choses que je pourrais me passer. J'ai une table, j'ai 4 chaises, j'ai un lit. Mais vous êtes bien là où vous êtes? Sans électricité, sans eau, vous vivez... Non, mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous écouter qui disent, mais comment il fait, Serge? Ah non, mais moi je suis heureux, je suis bien, je suis... Pour se laver, je me lave pas tous les jours, bien sûr, mais enfin presque. Mais je fais chauffer de l'eau. Jusqu'à 3 ans en arrière, je me lavais dehors, tout le temps, je prenais la douche dehors. Mais là, on vieillit un petit peu, donc je suis un peu plus frileux. Mais vous me disiez, Serge, je suis un solitaire. On est solitaire à la naissance ou on le devient? Moi, je pense que j'étais solitaire à la naissance. Et puis, je crois que j'étais bercé quand j'étais petit, avec la petite maison dans la prairie. Et je pense que, ça m'a aidé à imaginer mes rêves, mon rêve de vivre dans une cabane. Et puis, je l'ai fait. Donc, du coup, je suis parti, en 2000, le 15 mars 2006, j'ai décidé de tout quitter. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Parce que je voulais partir vivre ma vie que je voulais. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 52 ans. Et je suis donc parti le 15 mars 2006. Au départ, je devais partir dans les Highlands, en Écosse, à un endroit qui s'appelle la baie de Sandwood, parce que là-bas, c'est complètement isolé. Et je l'ai pas fait parce que j'ai quand même un fils. Et j'ai pas voulu trop m'éloigner. Même lui m'a dit, papa, t'aurais dû le faire parce que j'ai vite fait de prendre l'avion puis d'aller le voir. Mais j'aurais peut-être dû le faire parce que, voilà. Elle était très différente de votre vie d'avant. Oui, elle est ennuyeuse. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir vraiment vécu à partir du moment où vous êtes parti dans cette cabane? Ah oui. Oui, je suis parti marcher. Je suis parti marcher le 15 mars 2006, comme je vous ai dit, et j'étais parti marcher pour 6 mois ou 1 an. J'ai tout vendu. J'avais plus de voiture, plus de télé, plus rien. J'avais tout vendu. Et j'ai dit à mon fils, je pars marcher pendant 6 mois, voire 1 an. Mais cette idée, Serge, ça fait un moment qu'elle vous trottait en tête ou ça a été une sorte de déclic? Ah non, ça fait des années, ça fait pratiquement tout le temps. Même jeune, je savais que je partirais un jour. Vous avez connu l'amour, vous? Pas longtemps, mais vous l'avez connu. Oui, j'ai connu l'amour 14 jours.
Et 14, enfin c'est faux parce que j'ai rencontré cette personne en vacances en 1973 en Hollande, enfin aux Pays-Bas, et j'ai rencontré une jeune femme allemande qui s'appelle Olga, et on s'est fréquenté pendant 14 jours, et elle était mariée, mais elle était menacée de mort, elle était battue, tout, et on s'est rencontrés là-bas. Son mari était là-bas aussi, mais elle pouvait faire ce qu'elle voulait parce que lui, il avait trouvé une copine. Donc, mais si vous voulez, il s'en foutait d'elle. Et le jour qu'elle est partie, il est venu la chercher. Il l'a tirée même ils étaient 5 avec ses copains. Il l'a tirée pour la monter dans la voiture. Et moi, j'avais promis que j'irais la chercher après les vacances en Allemagne. La seule chose, c'est que je savais son prénom, Olga. Et je n'ai jamais su son nom, ni sa ville où elle habitait. Et puis elle, pareil, elle savait mon prénom, mais elle savait pas où j'habitais en France. Vous l'avez cherché? Ah bah oui, je suis en Allemagne. Comment on fait pour chercher quelqu'un dont on ne connaît uniquement que le prénom, Olga? C'est le hasard, quoi. Je suis allé dans les grandes villes, Francfort, enfin les grandes villes. Tout ce que je pouvais, j'ai cherché. Et puis j'ai demandé à faire mon armée en Allemagne. Comme ça, toutes mes permes, je les ai faites. Pour retrouver Olga, toujours avec cette même ambition. Ouais, mais je savais très bien que je la trouverais pas, mais je voulais me donner une chance, quoi. Ça, c'était il y a plus de 50 ans, Serge, c'est ça? C'était en 73, oui, il y a 52 ans, oui. Et voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Continuez de penser à Olga au quotidien, vous? Toujours. Toujours, j'ai jamais cessé de penser à elle. D'ailleurs, à côté de chez moi, là, j'ai du terrain, et j'ai érigé une croix. Parce que je sais qu'elle était très, très croyante. J'ai érigé une croix pour elle, cette croix, je l'ai fait bénir par un prêtre, qui va être, protégé par le diocèse. Et j'ai monté cette croix. Et j'ai tout fleuri aux alentours, j'ai mis des piliers qui représentent les 4 points cardinaux. Et j'ai aussi écrit une chanson sur notre histoire vraie. J'ai écrit une chanson. Cette histoire qui a duré 14 jours, en 73. Oui. Est-ce que, depuis toutes ces années que vous pensez à cette femme, vous avez imaginé quelle aurait été votre vie si ces 14 jours s'étaient transformés en 1 an, 2 ans, 3 ans, si vous étiez marié, etc., etc. Bah, c'est vrai que de penser à elle, j'y pense tout le temps. Même encore maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que je suis parti en 2006, parce que je me disais que de partir marcher, partir marcher, ça me ferait peut-être moins penser. Pas oublier, parce que oublier, c'est pas possible. Mais vous voudriez l'oublier, cette femme? Ah non. Non. Mais de penser à cette femme, finalement, que vous n'avez connue que 14 jours, plus de 50 ans, il y a plus de 50 ans, est-ce que ça vous fait souffrir forcément un peu? Ah oui. Oui, toujours. Quand vous pensez à Olga, vous pensez à quoi? Ce qu'on a vécu, les promesses que je lui ai faites d'aller la chercher, parce qu'elle y tenait encore beaucoup plus que moi, parce qu'elle était vraiment menacée de mort par son mari, là. Et pour moi, j'ai pas tenu ma parole. J'ai rien pu faire, quoi. J'ai rien pu. Ouais. Vous n'êtes jamais retombé amoureux ensuite? Non, je peux pas. Comme je dis, si j'ai un jour rencontré, plus maintenant. Hein. Pourquoi plus maintenant? Non, parce que. Parce que quoi? Non. Dans quoi, Serge? Je sais pas. Ouais, c'est vrai que. C'est jamais. Mais bon, je sais pas, c'est tomber amoureux. La seule raison qui fait que vous ne pourriez pas retomber amoureux, c'est que vous l'auriez décidé. Que vous êtes l'homme qui aime une femme, une seule. Olga. Ouais. Vous y croyez, vous? Enfin, en tous les cas, vous espérez qu'un jour, peut-être, elle pourrait se présenter à vous? J'ai cru longtemps. J'espère toujours la voir arriver à mon portail. Mais bon, mon fils a fait des essais sur Internet. Mais bon, c'est introuvable, c'est pas possible.
Ouais, mais si je pouvais aller la chercher maintenant en Allemagne, j'y retournerais 52 ans après. Je ferais aller à la route à pied s'il faut, mais j'irai. Ben, c'est sûr. Elle était tellement adorable, cette femme, que... Ouais. En antenne, vous m'avez dit que vous aviez écrit une chanson cet été, une chanson qui racontait là où vous aimeriez aller lorsqu'il vous restera peu de temps à vivre. C'est où cet endroit? Ah, c'est un endroit complètement isolé, c'est la baie de Sandwood. Ça ressemble à quoi? C'est le nord-ouest de l'Écosse. Au départ, j'aurais aimé aller sur l'île de j'ai perdu le nom de l'île, Saint Kilda. Mais Saint Kilda, on n'a pas le droit d'y aller. Mais ça ressemble à quoi? Mettez-moi des mots sur des images. Alors, c'est l'océan, c'est la mer du Nord. Et c'est encore un endroit où il n'y a personne. Ah ben il n'y a personne, même les voitures, aucun véhicule ne peut y aller. Aucun véhicule, mais il n'y a rien qui peut y aller, on peut vraiment y aller qu'à pied. Bon, mais vous irez quand alors? Le jour où vraiment vous comprendrez que c'est bientôt la fin? Ah oui. Ah oui, ça, mon fils, il le sait, j'ai tout prévu, n'importe comment pour mon fils, pour mon décès, le plus tard possible, hein, parce que j'aime, attention. Parce que c'est pas encore la fin, a priori, à 71 ans. Non, moi j'aime la vie, moi. Voilà. Mais j'aime la vie à ma façon, mais mon fils est au courant que... Et puis si le jour que je verrai que je pourrai rien faire, que ça sera la fin, quoi. Si je peux partir un mois avant, je sais pas, on peut pas bien le calculer, mais j'aimerais bien partir là-bas puis finir mes jours là-bas, quoi. Le plus tard possible, Serge. Ah bah le plus tard possible. Le plus tard possible. Vous allez faire quoi une fois que vous aurez raccroché le téléphone ce soir dans votre cabane? Oh, comme souvent, j'écris. J'allume ma bougie. J'allume une bougie, puis j'écris. J'ai fini d'écrire la chanson là, qui s'appelle La nuit du hibou. C'est ma deuxième chanson. Et donc là, vous allez écrire d'autres chansons, d'autres paroles, d'autres textes. Des paroles de chansons, oui. Et puis là, dernièrement, depuis l'hiver passé, l'hiver 2024, j'ai fait un petit caprice et je me suis mis sur 400 mètres de long, dans mon chemin de terre, là. J'ai installé des panneaux c'est de l'ardoise, avec des citations dessus. Il y a quoi, par exemple? Sur un de ces panneaux, il y a quoi comme citation? Donc sur l'arbre? C'est fixé sur un arbre, j'en ai sur 400 mètres, j'en ai 40. Ouais. Il y a quoi comme citation? C'est pas une citation du genre même si vous n'êtes pas le soleil, ce n'est pas une raison pour être un nuage. Mais donc ça, si c'est sur l'arbre, on le voit très loin de ça. Alors du coup, c'est écrit en gros. Ah oui, c'est en gros. D'ailleurs, il y a une journaliste qui est passée il y a 1 an, et elle y a pris en photo. Et elle y a mis sur Facebook maintenant. Bon. Mais ça plaît vraiment beaucoup. Tous les gens s'arrêtent. Enfin, les gens. Ça passe. Et donc, ça vous permet de faire des rencontres lorsqu'il y a des randonneurs ou des gens qui vont aux champignons et qui passent devant votre cabane. Juillet, août, autrement, il n'y a personne. Bon, d'accord. J'ai bien compris. Là devant, il n'y a jamais personne qui passe. Voilà, mais j'ai fait deux belles rencontres vraiment cette année en plus. Grâce à ces pancartes et à cet arbre. Oui. Bon. Je vous remercie d'être passé, Serge, dans le téléphone. Il y a plein d'autres appels ce soir, mais j'étais content de vous compter parmi nous sur Radio Resto. Si des gens veulent me contacter, ils vous demandent mon numéro. Il n'y a pas de problème. Et ben voilà, si vous voulez rentrer. Moi, je suis très, très ouvert. Je vous dis salut, Serge. À très bientôt, j'espère. Salut, Serge. Et puis à la France entière, soyez heureux, puis vivez simplement, tranquille, calme. Salut, Serge. Allez. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Juste avant la nuit, c'est la libre antenne 100% digital, une fois par semaine, le mardi 21h sur les réseaux sociaux et le www.johanrock.fr. Ici, vous êtes évidemment les bienvenus. Je lis quelques-uns des messages que vous m'adressez et que vous écrivez pour toutes et tous. Vous qui faites vivre ce chat à partir de 21h, que Marie administre, si je puis dire. Donc, je lis... Ouh là là, dis donc, ça tombe. Il y a plein de messages qui tombent en même temps. Jocelyne m'écrit « Bonsoir, Johan ».
Bonsoir à tous les amis et amis ES. J'arrive en retard ce soir, mais je suis heureuse d'être arrivée avant la fin de l'émission. Bah oui, c'est loin d'être la fin de l'émission. On se parle, on s'écoute, et puis il y a quelques minutes, tiens, alors que nous rediffusions le témoignage de Serge, l'homme qui vit au fond des bois, qui fait partie des historiques, des habitués de cette émission, Sylviane m'écrivait sur le chat qu'elle était en contact, en communication au téléphone en ce moment même avec Serge. Sylviane qui m'a donné son numéro de téléphone. On va essayer de l'appeler. Elle m'a dit qu'elle était sous la douche, qu'elle finissait la douche et qu'ensuite elle était à ma disposition. On va voir si elle décroche. Allô, Sylviane. Bon, Sylviane, vous m'entendez? A priori oui, vous écoutiez la radio, j'entends derrière. Oui, je vous entends. Bon, comment est-ce que vous êtes sorti de la douche donc? Oui, je vous entends. Bon, alors je vous invite à couper l'ordinateur, le son, comme ça on va s'entendre, et ensuite on va faire les choses beaucoup plus sereinement. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Là vous m'entendez, Oui. là vous êtes avec moi. Oui, oui, je vous entends très bien, Johan. Bon, vous êtes séché? Oui, ça y est, je suis séchée. Bon. Sylviane, vous écoutez l'émission depuis quelle ville? Eh bien, du Cher, à côté de Sancerre. Dites-moi le nom de la commune. Elle s'appelle comment? Eh bien, Neuville de Clocher. Neuville. Bon. Quelle est votre situation de famille, vous, Sylviane? Eh bien, j'ai un compagnon et puis voilà, quoi. Ouais, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis conductrice de car. Bon. Et vous, il y a quelques minutes, sur le chat, vous avez laissé un message en me disant que vous étiez en communication avec Serge, dont le témoignage était rediffusé ce soir, et qu'il était en ce moment même en train d'écouter l'émission de ce soir, derrière son écran ou son téléphone. Depuis quand vous le connaissez, vous, Serge? Eh bien, moi, je l'ai écouté lors de son passage à l'antenne pour les mots du soir, quand c'était à l'époque sur France Bleu. Donc la première fois qu'il est passé. Ouais. Pardon ? La première fois qu'il est passé sur l'antenne. Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai appelé France Bleu. Je leur ai demandé si je pouvais leur communiquer mon numéro de téléphone pour qu'ils puissent le transmettre à Serge. Serge m'a appelé, je crois, ça doit être le lendemain. Et puis on s'est vu plusieurs fois même et puis c'est devenu un super ami et puis voilà, donc on s'appelle de temps en temps. Et la dernière fois vous l'avez appelé il y a pas très longtemps pour une émission Les Restos du Cœur. Et puis je venais juste d'avoir Serge juste avant vous en fait. Alors, quand vous vous appelez régulièrement, de quoi vous parlez, lui et vous? On parle de Johan, des mots du soir, qui peut malheureusement plus écouter parce que ça s'est arrêté. Il a toujours son petit téléphone à touche comme moi j'avais avant et que j'ai perdu. C'est pour ça que maintenant j'ai un tactile, je peux écouter votre émission. Et donc ce soir, quand j'ai écouté le début de l'émission et que par la suite vous avez passé à l'antenne l'échange que vous avez eu avec Johan, j'ai eu l'idée d'appeler Serge sur son portable avec mon téléphone fixe pour qu'il puisse en profiter. Donc j'ai posé le téléphone et il a écouté. Et puis voilà, et je vous ai envoyé un petit message pour vous dire que je partage avec Serge l'émission parce que je veux dire c'est une belle personne. J'ai vu justement, où il vivait. Sylviane, si en quelques mots vous deviez le décrire, Serge, cet homme que vous n'avez jamais vu finalement puisque vous parlez au téléphone. Ah mais si, je suis allée le voir à vous êtes allé le voir déjà deux fois. Alors attendez, donc vous êtes allé au fond des bois dans la cabane de Serge? Ah oui, complètement. Alors elle oui, ressemble à quoi cette cabane quand vous y êtes rentré la première fois? Quelle a été votre première réaction? Je suis pas étonnée. Ça correspond bien au personnage, complètement. Ça ressemble à la cabane qu'il décrit lorsqu'il en parle à la radio? Oui, complètement. Et j'aime beaucoup sa façon de vivre parce que moi j'ai vécu dans une cabane dans les bois sans eau, sans électricité, à la bougie également, et une cabane à l'appui sur des arbres vivants pendant 4 ans. Et donc c'est pour ça que je comprends complètement la vie qu'il a et que c'est merveilleux parce que c'est vraiment du bonheur
Moi, je me lavais avec une cocotte minute que je faisais chauffer, je me mouillais, je me savonnais, je me rinçais, l'eau elle s'évacuait dehors. Enfin voilà, moi j'ai vécu les mêmes choses que Serge et donc c'est des moments de partage qui sont merveilleux, c'est du bonheur quoi. À quel moment Donc, de votre voilà. vie vous êtes parti? Est-ce que vous êtes parti vivre dans cette cabane? Parce que lui, c'est un choix, vivre en solitaire. Est-ce que vous, c'était un choix également? Eh ben moi, c'est quelque chose qui m'a toujours plu dans ma vie, honnêtement. Et c'est parce que j'ai rencontré une personne qui vivait dans les bois. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu vivre dans une cabane dans les bois. Et ça a été 4 ans de bonheur de ma vie où j'ai été heureuse dans cette cabane, quand c'était excellent. Quand vous me dites j'ai rencontré, c'était quoi? Une rencontre amoureuse, une rencontre amicale? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Comment vous l'aviez rencontré, cet homme? Dans les bois ou un petit peu en dehors? Eh bien, je l'ai connu dans mon village, pas très loin de chez moi, sur la borne, un village de potiers. Et voilà, quoi. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé amoureux de cet homme à l'époque? Eh ben, je dirais son charme, sa façon de vivre, et puis après apprendre à découvrir qui il était. Et je veux dire, voilà, j'aurais mieux fait de rester chez moi ce jour-là. Mais bon, c'est quelque chose dont on reparlera à l'occasion ensemble si vous le voulez bien. Et voilà. Donc voilà, ça fait partie du passé, on va dire aujourd'hui. Serge, du coup, la première fois que vous l'avez entendu à la radio, il vous a rappelé un petit peu de votre passé. Ah bah oui, complètement. Ah bah oui. Puis même, écoutez, la vie, sa vie avec Olga, de ce qu'il a vécu, la croix qu'il a installée, les pancartes qu'il a mises sur les arbres, toutes les pancartes dont il vous parlait tout à l'heure au téléphone que j'écoutais. Oui, je les ai vues, je les ai lues avec lui. On a fait toute la petite promenade où il y a toutes les pancartes. C'est une belle personne, Serge, hein, je vous assure. Et vraiment, si vous alliez lui rendre visite, vous regretteriez pas parce que c'est une belle personne, avec son chien aussi. Et puis l'endroit est tellement magnifique, quoi. Mais là, il est vraiment dans la cambrousse totale, quoi. Vraiment, mais vraiment. Il est très bien, hein. Je vous repose la question que j'ai posée tout à l'heure. J'en ai posé une seconde ensuite. Vous n'avez pas eu le temps d'y répondre. En quelques mots, si vous deviez décrire l'homme qu'est Serge, qu'est-ce que vous diriez? Eh ben, c'est une belle personne. C'est une belle personne. C'est quelqu'un qui est simple dans la vie, qui est heureux de vivre ce qu'il vit, quoi. Franchement, et puis voilà, il parle beaucoup d'Olga. C'est quelqu'un qui est écorché. Il est écorché et il est toujours je dirais dans l'attente, peut-être plus autant maintenant. Mais ouais, c'est des choses. Il est même prêt à me laisser ses livres où il écrit tous les jours ce qu'il fait de ses journées. Je fais partie de sa vie dans ses bouquins et c'est vraiment une belle personne, vraiment. C'est vraiment quelqu'un de bien. Faut être fort pour avoir un tempérament comme celui de Serge, vivre seul. Parce que la liberté, parfois, ça demande quand même quelques sacrifices. Parfois même un peu d'audace. Oui. Donc vous êtes allé le voir 2 fois dans cette cabane. Lorsque vous voyez, vous allez vous balader, c'est ça, avec son chien? Eh ben ouais, on est allé se balader. J'y emmenais un gâteau sans gluten. J'y emmenais des eaux chaudes, enfin des infusions. On a beaucoup papoté. Enfin voilà. Et puis ouais, une petite promenade avec son beau chien blanc qui est magnifique. Et puis voilà, on s'appelle régulièrement, quoi. Je veux dire, on se donne des nouvelles assez souvent. Et voilà. Et moi, je suis très embêtée parce qu'en fait, les émissions. Je voulais lui faire ce cadeau de lui mettre les émissions sur une clé USB. Mais j'arrive pas. J'ai pu la mettre, mais il faut une application pour ouvrir ces émissions sur la clé USB. Voilà, mais même là, de l'avoir appelé sur le téléphone fixe, avec mon téléphone sur son portable, il m'a dit, mais t'imagines même pas quel cadeau tu me fais. Il m'a dit, mais c'est du bonheur, mais c'est super. Donc je sais que ça le touche, que voilà, Johan c'est quelqu'un qui l'apprécie et malheureusement il peut plus l'écouter comme il pouvait le faire avant sur la radio tous les jours et c'était un moment de bonheur pour lui, c'était excellent. Et vous alors, parlez-moi un peu de vous. Donc vous me dites, vous êtes conductrice de car, c'est quoi un bus scolaire, c'est ça? Oui, c'est ça.
C'est tout à fait ça. Je me lève le matin à 5h moins le quart, 5h, et puis j'emmène les lycéens, et après je fais les primaires. Et vous êtes dans les montagnes? Non, je suis pas dans les montagnes, je suis dans le Sancerrois. Ah oui, dans le Sancerrois. L'enfer. Oui. Mais alors, donc, ça veut dire quoi, le quart demain, vous le prenez? Ah oui, demain matin, oui. Ah oui, demain matin, 5h moins le quart, 5h, je suis debout. Et vous êtes encore debout à cette heure-ci, à 22h37? Eh ben, parce que j'ai écouté votre émission, il y a des fois, je peux pas, je vous écoute en replay, mais je veux dire, voilà, ce soir, je voulais écouter, et puis, j'aime bien prendre mon temps, faire bricoler 2-3 trucs, et puis, écouter l'émission. Ah oui, et tiens, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous faites pendant que vous écoutez l'émission? Quand vous écoutez pas l'émission religieusement assise dans un canapé ou un fauteuil, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Je bricole 2-3 trucs. Ça veut dire quoi, je bricole 2-3 trucs? Au propre ou au figuré? Je fais du tricot. Ah, du tricot. Voilà. Ah oui. Vous l'aimez votre boulot, vous? Ah, j'aime mon boulot. Vraiment, j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais et les lycéens sont adorables. Parce qu'en fin de compte, une petite anecdote, c'est que je les fais attacher. Et si jamais il y en a un qui essaye de m'entourlouper, où il attache pas la ceinture et puis qu'il avait tenu juste par son coude, moi je tire sur la ceinture pour voir. Ah, je dis trop bien. Puisque t'es pas attaché, vas-y, tu viens avec moi devant, puis on va papoter, on va s'éclater tous les deux. Je peux vous dire, Johan, ils s'attachent tous les jours parce qu'ils savent que s'ils sont pas attachés, ils viennent à côté de moi, ils ont pas envie. Ils ont affaire à Sylviane. Vous faites ce métier depuis combien d'années? Ça fait 25 ans que je roule. Il est comment le paysage? Tiens, on parlait de Serge qui nous décrivait sa cabane. Vous, si vous deviez me décrire le trajet, en tous les cas, les meilleurs moments du trajet que vous faites tous les matins? Les meilleurs moments de trajet que j'ai pu faire, c'est dans le Sancerrois, où vraiment, avec la hauteur du quart, vous avez des photos magnifiques, avec toute la brume qui est sur le bas des maisons, qui fait qu'on voit un petit peu les lumières, ça recouvre le toit, pour laisser un petit peu de la lumière des lampadaires et avoir eu la chance de prendre des photos justement d'un endroit bien précis à chaque saison différente et c'est magnifique. Mais j'en prends plein les yeux. C'est juste beau, voilà. Mais c'est du bonheur. Vraiment, moi je m'éclate. Puis même avec les enfants, je m'éclate. Le paysage, je m'éclate. Enfin voilà, je suis bien. J'aime mon boulot vraiment. J'aime mon boulot. Puis je vais être médaillée. Au mois d'octobre. Médaillé de quoi? Plus de 20 ans d'entreprise. Donc voilà. Ah, une sorte de médaille du mérite. Voilà. Enfin, numérique, je dis pas ça. Je pense que ça va être une vraie médaille. J'en sais rien. Mais je vais mettre ma timidité dans ma poche et puis je vais y aller. Parce que vous êtes timide, voilà. Sylviane. Moi, j'aurais pas dit ça. Vous êtes timide, vous? Ah oui, je suis assez timide quand il y a plein de monde comme ça devant moi. Oui. Il y a plein de gens là ce soir derrière leur écran. Vous n'êtes pas timide? Bon, non, parce que là, je suis chez moi. Mais je serais devant plein de gens, ce serait différent. Et ça ressemble à quoi chez vous? Tiens, en quelques mots, décrivez-moi cet endroit dans lequel vous vivez. Chez moi, j'ai un grand terrain que j'entretiens, que j'aime beaucoup entretenir. Et puis, chez moi, je garde la maison avec les pièces, comment je dirais, il y a la chambre, il y a la salle de bain, il y a le salon. Je laisse les pièces comme ça parce qu'il y a trop d'endroits pour moi qui fait on casse les murs pour faire une grande pièce de vie. Ça, j'ai pas envie. J'ai envie de garder une maison comme à l'ancienne où elle est construite comme ça, je la laisse construite comme ça. Voilà. Vous aviez un rêve, vous, quand vous étiez gamine? Un rêve de vie? Mon rêve, c'était la danse. C'est une passion que j'ai depuis des années de danser. Et danser. Et alors, il vous arrive de danser encore aujourd'hui? J'ai pris des cours de danse il y a longtemps et les cours aussi de tango argentin. Je cache pas que je regarde Danse avec les stars parce que je regarde que les pieds. Je regarde les pas qu'ils font. C'est tellement beau, c'est tellement waouh. Moi, je suis fan vraiment. Je suis fan et j'ai dansé pendant quelques années et j'ai arrêté quand j'ai voulu apprendre à faire les pas des hommes. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. C'est-à-dire, je comprends pas, parce que moi je suis un piètre danseur. Quand vous avez voulu commencer à faire les pas des hommes, c'est-à-dire? C'est-à-dire de pouvoir apprendre. J'ai appris les pas des femmes.
Et j'ai voulu aller du côté des hommes pour apprendre les pas des hommes, pour pouvoir faire danser les femmes. Et puis, c'était vraiment mon souhait, c'était de pouvoir danser, de peut-être ouvrir une école ou quoi que ce soit. Et voilà, à cause des garçons, j'ai tout arrêté. Mais c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est souvent la faute des garçons. C'était un plaisir, Sylviane, pardonnez-moi, d'échanger ce soir à la volée, comme ça, grâce à la réaction. Le petit message, comme ça, sur le chat de l'émission, c'est fait pour ça, par l'entremise de Serge, finalement, et de la rediffusion de son témoignage de la nuit de vendredi à samedi dernier. Voilà. Mais par contre, j'ai toujours mon petit téléphone. Et là, il est posé sur une tasse et je vous ai au téléphone fixe et j'enregistre notre communication pour que justement, je puisse l'appeler demain et lui faire écouter notre échange. Donc, c'est vraiment un partage. C'est quelqu'un qui est dans mon cœur, Johan. C'est une belle personne. Et finalement, c'est cette émission qui vous a permis de vous rencontrer. J'en suis d'autant plus heureux. C'est ça. Son histoire m'a touchée. Donc, voilà. Je vous embrasse, Sylviane. Je vous souhaite une bonne nuit. Et moi aussi. Puis au plaisir de se revoir prochainement au téléphone pour d'autres anecdotes. Et puis voilà, merci d'avoir pris le temps de ce beau partage. Merci beaucoup, Johan. Et puis que des belles choses à vous, aux auditeurs, à tout le monde. Voilà, que des bonnes choses. Salut, bonne nuit à vous. À bientôt, bonne nuit. Au revoir. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Allô, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Elisabeth, vous avez 78 ans. Quel métier vous avez exercé, Elisabeth, dans la vie ? Celui d'infirmière. Et alors vous, aux alentours de la quarantaine, vous êtes retrouvée du jour au lendemain à devoir dormir dans la rue. Ça a duré 4 années et un jour vous en êtes sortie et vous avez souhaité créer un lieu qui accueille les personnes qui, comme vous l'avez été, n'ont pas de toit. Vous allez me raconter un petit peu votre histoire. J'aimerais que, pour commencer, vous me racontiez où est-ce que vous avez grandi, vous ? Moi, j'ai grandi au Maroc. Je suis native du Maroc. Si je vous demandais comme ça de me raconter le premier souvenir de votre enfance qui vous passe par la tête, qu'est-ce que vous me diriez ? Moi, ce qui me dirait le plus, c'est la joie d'être sur les bancs scolaires avec mes camarades de classe qui étaient eux aussi natifs du Maroc, de père et de mère marocaines. Et nous jouions tous ensemble et nous étions toujours tous ensemble, comme frères et sœurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents dans la vie ? Alors, papa était militaire et maman était restée à la maison, si on peut dire, voilà. En antenne, Elisabeth, quand on s'est parlé, vous m'avez dit, à propos de votre mère, c'était la maman de tout le monde. Ça veut dire quoi, ça ? La maman de tout le monde, c'est qu'elle s'occupait, elle aussi. On emmenait nos camarades qui, eux, malheureusement, n'avaient peut-être pas à manger comme nous à la maison, avaient besoin de beaucoup de choses. Et elle était aussi très généreuse. Voilà. Vous pensez tenir un peu d'elle ? Comment ? Est-ce que vous pensez tenir un peu de votre mère ? Oui, je pense. Je vous pose la question parce que assez tôt, vous avez décidé, vous avez voulu devenir infirmière. Oui. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier à l'époque ? Mon papa était lui-même médecin militaire. Voilà. Et donc, je l'ai toujours vu s'occuper, partir à n'importe quelle heure de la nuit quand on l'appelait. Et il faisait ça avec un cœur très... Voilà, avec un bon cœur. Je ne l'ai jamais vu dire « Oh là là, je suis fatiguée » ou « Oh là là, je vais loin » ou Non, il était toujours à tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Où est-ce que vous l'avez pratiqué ? En Afrique, donc, ce métier d'infirmière, pendant les premières années ? Oui, avec Médecins sans frontières, Médecins du monde. Voilà, tout à fait au début, quand ces convois humanitaires et tout ça démarraient. Oui. Vous pouvez raconter un petit peu ce qui se passe lorsqu'on est infirmière dans un convoi humanitaire en Afrique, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années ? On touche la misère de très très près, parce qu'autrefois, quand on avait besoin d'un convoi humanitaire dans un pays, c'est que il y avait soit la guerre dans ce pays, ou
le manque de nourriture ou de médicaments ou une épidémie quelconque. Hein. Et donc, principalement, c'était de sauver les personnes, d'apporter ce qu'on pouvait et être quelqu'un qui se trouvait dans ces pays-là, qui étaient tous des pays magnifiques où moi j'en garde de très bons souvenirs. C'était de leur apporter notre tendresse, leur faire voir que on était comme eux, même si ils avaient faim. On partageait la nourriture, on leur donnait tout ce qu'on avait, même plus des fois qu'on en avait à donner. Et on faisait de notre mieux pour les soigner parce que autrefois on n'avait pas tous les médicaments que l'on a maintenant. Mais alors comment on fait justement quand on est aux prises avec la misère, qu'on a très peu de moyens, qu'on est en Afrique dans un convoi humanitaire et qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour soigner bien? Comment on fait? C'est système D? Alors c'est le système D. Et puis vous savez que on apprend à travailler aussi, comme je disais souvent moi, avec les apprentis médecins du pays qui nous apprennent beaucoup, qui nous montrent beaucoup de choses. On apprend à soigner avec les plantes, on apprend à faire des soins que l'on n'a pas appris à l'école, qu'on apprend sur le tas avec eux, qui nous montrent qu'avec en ramassant telle plante et telle plante, en la faisant bouillir, on peut faire cicatriser une plaie, on peut désinfecter, on fait tout ça. Voilà, quand on est obligé de se débrouiller. Quand on peut pas faire autrement. Quand on peut pas faire autrement et quand vous avez quelqu'un en face de vous qui souffre. Et pour la nourriture, c'était pareil. On distribuait, on calculait, on essayait de gérer nous-mêmes. Combien d'années vous avez été infirmière dans un convoi humanitaire, Elisabeth? Moi, je vais vous dire que j'ai passé toute ma vie à ça, si l'on peut dire. Voilà. Tout le temps, jusqu'à ce que je me suis mariée. J'ai continué un peu après mon mariage. Et puis après, j'ai arrêté puisque... voilà. Pourquoi vous êtes arrêté? Pourquoi vous êtes arrêté à faire ce métier que visiblement vous adoriez? Alors je l'ai arrêté sans l'arrêter parce qu'après je l'ai continué suivant où je me trouvais. Mais c'était plus la même chose. C'était plus comme quand on part vraiment dans un convoi humanitaire. Je travaillais dans les hôpitaux. Alors je suis restée en Afrique, toujours. Vous voulez dire que c'était justement ce côté système D, le fait d'apporter des soins alors que vous n'en aviez pas forcément les moyens à des gens qui ne disposaient pas de soins immédiats qui vous stimulaient en tant que professionnel de la santé? Oui, beaucoup. Beaucoup. Vous savez, quand vous avez quelqu'un en face de vous et qu'il est malade et qu'en plus il a faim, parce qu'il y avait les deux à la fois, vous pensez plus à vous, Vous pensez à cet être que vous avez en face et vous donnez le meilleur et tout ce que vous avez de vous-même. Et vous ne pensez pas à vous. Même si vous sortez votre morceau de pain de la bouche pour lui donner, c'est une grande satisfaction pour soi-même. À quel âge vous êtes arrivée en France, vous, Elisabeth? Moi, je suis rentrée en France, je devais avoir dans mes 37 ans. Qu'est-ce que vous avez fait alors si vous avez arrêté d'être infirmière? Je suis rentrée dans la région bordelaise et j'ai créé une maison de retraite. Voilà, parce que les personnes âgées aussi me touchaient beaucoup. Et j'ai créé cette maison de retraite que j'ai gérée moi-même pendant à peu près 5-6 ans. Et voilà, que j'ai dû arrêter malheureusement. Vous avez dû l'arrêter parce que vous êtes tombée malade, c'est ça? C'est ça, oui, parce que j'ai appris que j'avais un cancer, qu'il fallait me faire soigner tout de suite et ça a été très dur. Oui. Cette maladie, ça a été un petit peu le tournant de votre vie puisque pendant 1 an, vous êtes parti, vous avez été hospitalisé et quand vous en êtes sorti, la maison de retraite que vous aviez créée de vos mains, elle a périclité. C'est ça, la personne qui l'a gérée pendant votre hospitalisation s'en est mal occupée et ce que vous aviez créé est parti en fumée. C'est exact. Oui. C'est ça qui a fait qui a précipité votre arrivée dans la rue?
Oui, c'est ça, parce que là, je vous parle de quelques années en arrière, où le RSA n'existait pas, ou lorsque on était un entrepreneur, parce que quand vous montez une maison de vous-même de retraite, vous devenez le chef d'entreprise, c'est vous qui êtes responsable, vous engagez tous vos biens pour avoir le crédit, parce qu'on ne fait pas comme ça une maison de retraite, ça coûte énormément cher. Donc, j'avais mis tous mes biens, tout ce qui me restait dedans, pour monter cette maison de retraite, et voilà, il n'y avait pas l'assurance qu'on a maintenant quand on prend un crédit, quand on prend tout ça. Et heureusement, je dis qu'aujourd'hui tout ça existe. Donc vous êtes retrouvé, si je puis dire, du jour au lendemain en sortant de cet hôpital sans rien. Sans rien, voilà, oui. On m'a jeté à la rue avec mon petit chien dans les bras et même pas soigné. Mais votre famille, mais votre mari, mais votre enfant? Alors j'étais divorcée, c'est pour ça que je suis rentrée en France. C'est à la suite d'un divorce, voilà. Séparation, ce qui arrive beaucoup. Donc, je me suis retrouvée seule. Et vous savez, quand ça vous arrive, ça, la famille, on devient presque la honte de la famille. On essaie de vous oublier. Et plus personne ne s'occupe de vous. Ça veut dire qu'il savait pour vous, votre situation? Oui. Je l'ai appris quelques années après, oui. Ça, c'est très dur, mais c'est malheureusement encore ce qui arrive au jour d'aujourd'hui. Elisabeth, toutes les personnes qui ont été SDF un jour à qui j'ai parlé dans cette émission se souviennent de leur première nuit passée dans la rue. Est-ce que c'est votre cas aussi? Oh oui, c'est même mon fantôme de nuit, bien souvent. Oui, moi je m'en rappelle, je suis arrivée un après-midi, puisque c'était là, dans Bordeaux, enfin... Et je suis arrivée aux portes de la cathédrale de Bordeaux parce que je pensais que j'allais passer ma nuit là, au moins, et puis que c'est pas vrai, j'étais pas moi à la rue, quoi. Quelqu'un allait venir le lendemain et s'occuper de moi. Parce qu'au début, le cerveau le refuse, on nie. Et puis les portes de la cathédrale étaient fermées et là, j'ai passé ma première nuit accroupie contre les murs de la cathédrale de Bordeaux que je revois constamment et que je passe encore au jour d'aujourd'hui très souvent devant. Et j'ai juste à passer, à fermer les yeux et je vois cette personne accroupie qui était moi. Encore. Cette nuit-là, vous vous êtes dit, demain est un autre jour, il n'y aura pas de seconde nuit dans la rue? C'est ça que vous vous êtes dit ce soir-là? Oui, parce que je pensais que quelqu'un, je ne sais pas, vous savez, on s'imagine que quelqu'un va venir vous aider, vous dire qu'est-ce que tu fais là, et puis que même votre famille va arriver. Et puis non, voilà, la nuit passe avec tout ce qui se passe dans la rue, et vous commencez à la vivre là. Cette première nuit-là, même, vous commencez à vivre l'horreur de passer une seule nuit dans la rue. Il y a des gens qui vous ont aidé pendant ces 4 années dans la rue? Alors la rue, un peu, vous savez, oui, après, moi, si je suis là aujourd'hui à vous répondre, c'est parce qu'on m'a aidé, parce qu'autrement j'en serais morte dans la rue comme beaucoup de personnes. Parce que la rue, pour moi, la rue, c'est un suicide collectif. Lorsqu'on vous ouvre la porte de la rue, pour quelle que soit la façon dont ça vous arrive, parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ça arrive très vite. Moi, je constate qu'au jour d'aujourd'hui, ça arrive très vite d'aller dans la rue. Mais vous, pendant ces 4 années, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont protégé, qui vous ont donné des conseils, filé un coup de main? Ou est-ce que, comme on peut l'entendre, parfois, la rue, c'est une jungle avec ses codes et puis c'est à couteau tiré, c'est au plus fort qui survivra? Alors, moi, c'est quelqu'un qui était déjà dans la rue, qui se nommait le Marseillais, qui, la première nuit, lorsque moi je me suis laissée accroupir sur ces marches de l'église, la cathédrale de Bordeaux, lui venait passer ses nuits. Et moi, sans le savoir, je lui ai pris sa place. Et ce monsieur est arrivé avec un gros chien et je m'étais un petit peu assoupie parce que la première nuit, on ne sait même pas que... Puis j'étais fatiguée parce que j'étais toujours malade, moi. Et
bon, sur le coup, il m'a insulté et tout. Et après, il a compris que moi, c'était ma première nuit. Il a été très sympa avec moi. Il m'a laissé dans son coin. Lui, il a dormi à côté. Et le lendemain, il m'a vraiment donné les codes de la rue. D'ailleurs, il m'a dit, tu dois jamais t'endormir comme ça à côté de quelqu'un que tu connais pas. Beaucoup de choses. Et pendant plusieurs jours, il s'en allait quand le jour se levait. Lui, je me rappelle, il allait du côté de l'aéroport de Bordeaux pour faire la Manche. Et le soir, il venait coucher là. Et il m'a appris, oui, dans la rue, il y a des codes. Il faut les savoir. Il y a des choses que l'on doit respecter. Il faut surtout faire très, très attention à soi-même la nuit. Il faut dormir. C'est la nuit. C'est la nuit le moment le plus crucial, le plus dangereux quand on vit dehors. Alors, oui, c'est la nuit. Il faut faire attention le jour aussi, mais le jour, voilà. Alors moi, je vous parle des moments où moi-même j'y étais, mais même encore aujourd'hui, c'est la nuit le plus dangereux dans la rue. La nuit, c'est terrible parce que, déjà, vous avez ceux qui aiment courser les SDF, comme ils disent, les tabasser. Il y a le viol. Il y a ceux qui cherchent à vous mettre dans la prostitution. Il y a plein de choses. Quand on est une femme sans abri, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on court un risque encore plus, un risque supplémentaire d'être agressé. Oui, tout à fait. Un homme, c'est triste pour lui, parce qu'il y a des hommes qui en souffrent beaucoup, et toutes les personnes qui sont dans la rue. Mais un homme arrive quand même à se débattre plus facilement qu'une femme. Même si, vous savez, la rue vous forge sur le caractère, elle vous enlève tout votre savoir-vivre d'avant. Et vous savez, on ne parle plus de la même façon que lorsqu'on a appris, que nos parents nous ont appris à parler. J'entends. C'est un langage, la rue. Et ce langage, vous l'avez appris de force. Et on l'apprend de force si on veut survivre. Je dis bien pas vivre. J'ai entendu, survivre. Vous y avez passé 4 ans. Est-ce qu'il est arrivé certains soirs, certains jours, Elisabeth, que vous disiez à quoi ça sert de continuer? Est-ce que cette réflexion-là, vous l'avez eue parfois? Oh, je l'avais tous les jours après, moi, en tête. Vous savez, comme je vous disais, la rue après, on y est de force, on ne la choisit pas, la rue. Il y a quelque chose qui vous a envoyé dans la rue, on ne la choisit pas. Et vous perdez tout, l'amour des siens, tout. Et un regard, après on a le regard des gens dans la rue. Et ce regard, déjà, il vous diminue, vous enlève votre dignité, c'est terrible. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Et on essaie tous, d'une façon ou de l'autre, d'oublier ça, de plus voir ça. Et par quels moyens? Alors moi, aujourd'hui, ça me fait mal quand j'entends « Oh, ils savent que boire dans la rue, ils savent que se droguer ». Alors moi, je ne faisais pas ça parce que malheureusement, moi, j'avalais quelque chose à manger, je le vomissais aussitôt, j'étais très malade. Alors, que je faisais, moi? Je trouvais quelque chose, j'arrêtais pas de me taillader les veines, de me couper, et j'étais bien que quand je sentais mon sang me couler, se vider de moi et que je me trouvais mal. Et les pompiers venaient me chercher à chaque fois et m'emmenaient au CHU au lieu de me laisser mourir. Combien de fois j'ai demandé de me laisser mourir à moi? Qu'est-ce qui fait, Elisabeth, qu'au bout de 4 ans, vous avez trouvé un chemin qui vous a permis de vous en sortir finalement et d'être là ce soir? Ce sont des personnes qui étaient en vacances, des Parisiens, qui étaient en vacances au Cap Ferret. Alors je ne vais pas tout vous raconter comment ça s'est passé. En quelques phrases seulement. En quelques phrases, eh bien, je faisais un séjour au CHU de Bordeaux, parce qu'encore une fois, les pompiers m'avaient emmené là, et à force, on me connaissait, quoi. Alors, je restais 48 heures, et puis me relâchais dans la rue, et j'avais le droit un peu, pendant ces 48 heures, on me promenait avec mes perfusions et tout ça. Et un jour, il y a une dame qui est arrivée, qui avait son petit garçon dans les bras avec son mari. Et elle était affolée. Et le petit, il était petit, quoi. Il avait même pas 1 an. Et puis moi, je me suis approchée. Je lui ai demandé ce qu'il avait, quoi. Elle arrivait vers les urgences. Et puis moi, je me promenais dans les jardins. C'était pas comme maintenant. Et
Et un réflexe, justement, voilà, un reste de mon infirmière que j'étais autrefois. J'ai pris ce gosse qui était dans la main de sa maman et j'ai essayé de lui lever les jambes parce qu'en Afrique, quand un enfant avait une méningite, pour déceler la méningite, on levait un petit doucement pour passer. C'est ce que vous avez fait ce jour-là avec cet enfant dans cet hôpital à Bordeaux. Voilà. Ouais. Et ce gosse, et j'ai dit à la maman, dépêchez-vous parce qu'il a une méningite. Et donc, ça a été une catastrophe à l'hôpital, évidemment. Et on lui a dit que j'étais folle. Enfin, le médecin m'a attrapée. Et puis, de toute façon, après, il s'avérait que, malheureusement, oui, c'est vrai, il avait une méningite, mais pas la grosse méningite. Mais vous aviez vu juste. Et c'est vous qui avez servi de lanceuse d'alerte, si je puis dire. Oui, voilà. Et donc, cette maman, quelques jours après, a voulu me retrouver pour me remercier. Et juste, je sortais ce jour-là. Et elle m'a invitée à la cafétéria qu'il y avait, je me rappelle, au CHU. Et on a discuté. Et quand elle m'a dit où vous allez, je lui ai dit, je repars dans la rue. Et elle m'a demandé si je voulais les suivre, qu'ils étaient en vacances au Cap Ferret, que le temps qu'ils étaient au Cap Ferret, je pouvais un peu rester chez eux. Et vous savez, quand on vous offre ça, plutôt que de retourner coucher dans la rue, j'ai dit oui sans même réfléchir. Alors qu'aujourd'hui, des fois, je dis aux personnes que moi-même je m'occupe, faites attention quand on vous propose de vous emmener quelque part. J'entends. Voilà. Mais si le destin n'avait pas mis cette famille sur votre chemin, je serais morte. J'ai pas honte de le dire. Moi, je vous en êtes certaine de ça? Loin. Ah oui, je n'aurais pas été plus loin parce que déjà, mon cancer me gagnait. Et puis, voilà. Et puis, vous êtes croyante, vous, Elisabeth? Comment vous expliquez que finalement, il y a cet enfant qui vous tombe dans les bras alors que vous avez essayé de mettre fin à vos jours, vous dites quelque chose, ça s'avère vrai, et finalement, cette famille vous prend sous son aile et vous sauve, puisqu'il n'y a pas d'autre mot. Elle vous sauve, cette famille. Ah oui, elle m'a sauvée parce que je les ai suivis après à Paris quand les vacances ont été finies. Et aujourd'hui, c'est ma famille. Voilà, c'est ma seule famille. Je les vois toujours. Oui, moi, je suis croyante. Alors, j'étais autrefois très, très pratiquante. Mon passage à la rue, j'en ai voulu, comme beaucoup, on se révolte. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça? J'ai rien fait de mal, je pense. Mais j'ai dû faire quelque chose comme tout le monde. On n'est pas des saints sur terre. Et là, on en veut un petit peu. Et c'est pour ça que, vous savez, on ne demande plus qu'à mourir, à s'en aller. Et puis, on nous voit qu'on nous laisse encore lutter avec toute cette misère, toute cette souffrance qu'on peut endurer. Parce que, vous savez, moi, souvent, j'entends les personnes qui disent « Ah oui, ils nous regardent des fois avec des yeux hagards. Là, ils nous fixent, ils nous font peur, ces gens de la rue. » Mais ils se rendent pas compte que des fois, ces gens de la rue, ils les regardent. Mais ils les regardent avec amour au fond de soi-même. Je remercie Elisabeth d'être passée ce soir juste avant la nuit. Je vous souhaite une bonne nuit, Elisabeth. Merci à vous, merci à tout le monde. Bonsoir à vous tous. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Je lis quelques-uns des messages qui arrivent sur le chat. Gorka qui écrit « À quand une association qui s'appellerait les Amis de Juste Avant la Nuit ?» C'est pas encore au programme, mais une émission déjà c'est pas mal. Et puis ensuite, on verra ce que nous réserve la vie. Je salue Michel, également Ludovic qui sur le chat également m'écrit « Après 2 semaines passées en Grèce, j'étais toujours à l'écoute. » Cette émission, vous le savez, elle a besoin de vous. Elle a besoin que vous parliez d'elle à ceux que vous côtoyez, ceux que vous aimez. Parlez de cette émission, dites tiens, ça se passe le mardi toutes les semaines à 21h. Et puis si vous êtes sur les réseaux sociaux, et je sais que beaucoup d'entre vous le sont, n'hésitez pas à partager le live de l'émission, à mettre des petits commentaires, lever quelques pouces, cliquez pour faire remonter juste avant la nuit sur Internet dans l'algorithme, le fameux. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Isabelle, pourquoi vous riez, Isabelle, ce soir à 1h40 ? Moi, je suis en pleine forme à 1h40. Vous êtes de bonne humeur. Ah, vous êtes une oiseau de nuit. Oui, je suis un oiseau de nuit, ça veut dire. Ça peut aller jusqu'à quelle heure, un oiseau de nuit comme vous ? 4 heures sûres. À 5h du matin, je suis bonne à coucher quand même. Pourquoi vous ne dormez pas la nuit, vous, Isabelle ? Et vous ? Et vous, pourquoi vous ne dormez pas ? Parce que j'aime pas dormir, moi. Puisque vous me posez la question, je déteste ça.
Moi, j'aime bien dormir, mais quand j'en peux plus, quoi. Quand j'en peux plus, ça me semble utile de dormir. Oui, quand vous tombez, je suis pareil. Quand je tombe. Voilà. Quand on n'a plus le choix, en fait. Quand c'est le corps qui décide. Exactement. D'accord. Et pas dormir parce que c'est l'heure, parce que non, c'est terrible pour moi. Et ça me va d'autant plus que moi, j'ai une gestion quand même assez difficile à faire pour le magasin, surtout depuis quelques années. Et la nuit, je suis pas dérangée, je fais un très bon travail. Attendez, on va prendre les choses dans l'ordre parce que je suis pas. Alors moi, je vous connais un peu puisque vous êtes déjà passé dans l'émission, mais les auditeurs ne savent pas. Donc vous êtes la patronne d'un magasin, c'est ça? J'essaye d'être la patronne d'un magasin. On peut dire ça comme ça? C'est quel genre de magasin? Un magasin bio. Combien de salariés, par exemple? Il y a 7 salariés maintenant. Donc c'est des responsabilités. Beaucoup. On a été jusqu'à 15 salariés, mais après le Covid, il a fallu licencier parce que ça a tout bouleversé, les habitudes des gens. Donc là, j'ai 7 salariés plus 3 intervenants extérieurs, où là, c'est beaucoup plus souple parce que voilà, il y a les obligations. Je vous pose la question, Isabelle, à dessein, parce que je sais que ce magasin, c'est une grande partie de votre vie. Est-ce que c'est ce magasin aussi qui explique que vos nuits sont souvent blanches? Est-ce que vous faites du souci pour le devenir de ce magasin? Ah oui. Ah ben évidemment, parce que là on est à couteau tiré tout le temps. Enfin, on a frisé la catastrophe comme tout le monde. Alors ce qu'il faut dire, c'est que dans le monde de la bio, au déconfinement, il y a eu 200 fermetures de magasins bio. Tous les petits magasins qui ne faisaient que de l'alimentaire, en tout cas, ce qu'on connaît, c'est dans toute la bande ouest de la France, de la Bretagne à Biarritz. Voilà. Là, toute cette bande ouest, il y a 200 fermetures de magasins, c'est pas rien. Donc vous avez dit certaines fois, ça va être mon tour? Ouais. Franchement. Alors nous, ce qui nous sauve, c'est qu'on est spécialisé, on fait pas que de l'alimentaire. On est hyper spécialisé en soins naturels, en compléments alimentaires. Et ça nous a sauvés. Parce que ça, les gens le trouvent pas beaucoup. En plus, moi j'ai 2 naturopathes avec moi, enfin, dans l'équipe, il y a 2 naturaux. Donc vous êtes débrouillé pour sortir votre épingle du jeu et finalement faire partie des survivants parce qu'il y a eu pas mal de blessés. Qu'est-ce que vous faites Vous travaillez alors la nuit? Qu'est-ce que vous faites puisque vous dormez pas avant 5 ou 6 heures? Je fais la gestion. Je fais tout ce qui est gestion. La nuit, je fais la gestion. Mais vous pourriez le faire en journée, ça, non? Non. Pourquoi? Non, l'énergie n'est pas la même. En journée, j'ai essayé de le faire, même en étant toute seule à mon bureau dans ma maison. Le téléphone sonne. Les clients maintenant, ils m'appellent les clients habitués m'appellent sur mon portable pour avoir des renseignements, pour savoir quoi faire pour le petit qui est malade, pour savoir quoi faire exactement. Je ne peux rien faire de suivi. Donc là, là, par exemple, ce soir, vous êtes où? Vous êtes chez vous ou vous êtes au bureau? Là, je suis dans mon dodo avec mon Pinko, mon magnifique chat, qui est enfin revenu de sa vadrouille d'1 mois. Bon. Voilà. Mais alors, habituellement, il n'est pas rare qu'à 1h44, vous soyez au magasin. Ah oui, c'est pas rare du tout. C'est même très fréquent. Vous aimez la nuit? Oui, c'est très fréquent. Moi, j'aime bien la nuit. Alors, j'ai pris l'habitude de me décaler quand j'ai fait de la peinture. À une époque, après justement la vente d'un autre commerce, mais c'était il y a très longtemps, je me suis mise à la peinture pour me libérer l'esprit. J'ai adoré ça. Et évidemment, faire de la peinture la nuit, c'est génial. Donc là, j'ai pris l'habitude de me décaler complètement, de plus en plus. Et pour moi, travailler à 3-4 heures du matin, c'est normal. Dépoter des cartons pour mettre des nouveautés en rayon dans le magasin à 2 heures du matin, c'est normal. Et encore une fois, je fais le double de travail dans le même temps la nuit parce que il y a une énergie particulière. Je suis pas dérangée, j'ai l'esprit clair et je suis pas interrompue. Je supporte pas d'être interrompue dans mon travail. Donc, la nuit, c'est parfait. Voilà. Isabelle, pardon, vous vivez seule, vous? Ouais. Vous pensez que ça serait possible de trouver quelqu'un, je ne sais pas si c'est votre envie, qui ait ce rythme-là, totalement décalé? Ouais, c'est possible. Il y en a d'autres qui ont un rythme décalé. De toute façon, moi, je peux pas. Moi, me marier avec un postier qui fait les heures normales, c'est pas possible, quoi. Pourquoi? Déjà me marier, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible de vous marier? Ah non, je peux pas me faire à cette idée-là. De ce lien, ces obligations, L'opportunité s'est présentée, vous, par le passé? Alors, j'ai eu on se revoit maintenant, 20 ans après. J'ai pas eu une vie linéaire. J'ai profité de la vie autant que possible. Et à un moment donné, je me suis dit, ce serait bien que je me range quand même un peu.
J'ai rencontré Jean-Luc, qui était un garçon parfait, à tout point de vue. Qu'est-ce qu'il avait de parfait, Jean-Luc, en quelques mots, quelques traits de caractère? Il était sérieux. C'est bien ça? C'est une qualité d'être sérieux, ça, vous pensez? À l'époque, je me disais que c'était bien. Ouais. À l'époque, je me disais que c'était bien. Mais non, mais... Donc il était sérieux. Non, mais je fais une petite to-do-list, on sait jamais, peut-être pour moi. Alors, d'accord, sérieux, très bien. Non, mais il était plus sérieux que tous les autres que j'avais connus jusque-là. Et ça peut être ennuyeux, ça, non, quand même, d'être sérieux? Non, mais attends, mais justement, mais ça n'a pas duré. J'avais 26 ans, hein. Voilà, maintenant j'en ai 65, j'avais 26 ans. Et je me disais, tiens, ça serait bien de me ranger un peu. Parce que bon, j'avais fréquenté beaucoup les boîtes de nuit, j'ai fait pas mal la Java. Vous cherchez un cadre? Un peu, ouais, un peu. Alors bon, ça n'a pas fonctionné. Combien de temps ça a duré, Jean-Luc et Isabelle? Je sais plus, 3 ans, je sais plus, quand même. Je sais plus trop. Oui, quand même, oui. Vous avez tenu? C'est avec lui que j'ai fait, par exemple, de la varap en montagne, les petites photos que je vous ai envoyées il y a pas longtemps. C'est avec lui que j'ai appris à faire du sport. Alors je lui dois d'avoir à ce moment-là, c'est fini là maintenant, le bénéfice est parti, d'avoir eu un corps de sportive vraiment, mais grâce à lui, j'ai arrêté de fumer, j'ai fait beaucoup de sport. En fait, ça aurait été un bon coach, Jean-Luc, pour vous, Isabelle. Ouais, ça aurait été un bon coach. Plus qu'un l'homme de votre vie. Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, je m'étais faite à l'idée qu'il fallait que j'arrête ma vie de patachon et que Jean-Luc, c'était le garçon idéal pour avoir une vie un petit peu plus dans les normes, on va dire. Je m'entendais bien avec sa mère, très très bien. D'ailleurs, on se voit toujours avec sa mère. Elle habite proche de Niort. Je m'entendais bien avec ses amis. Enfin, ça allait, quoi. Et un jour, il me fait Isabelle, faut qu'on se parle, faut que je te parle. Et là, je me disais, il va me demander en mariage. Non, il m'a annoncé qu'il partait avec quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, c'est cocasse. Maintenant, mais si c'est pas lui qui l'avait fait, finalement, vous l'auriez fait, non? Quelques mois après. Peut-être. Ouais, sans doute. Et maintenant, vous êtes devenus amis? Oui, on est restés amis. C'est-à-dire qu'on est restés amis. C'est-à-dire que pendant tout un moment, on s'est pas vus quand même. Parce que, alors lui, il a eu le temps d'avoir 2 femmes et une fille deux filles, en fait, de chacune de ses femmes. Mais chacune de ses femmes l'a laissé tomber. Donc, il a eu le revers de sa médaille. Mais ça, de ce que je comprends, Isabelle, c'était pas l'amour, c'était pas le grand amour. C'était l'idée d'une vie pratique, d'une vie rangée, tout ce que vous voulez. Mais l'amour, le vrai, celui qui fait, qui pince le cœur, qui parfois fait mal, vous l'avez éprouvé, vous? Ah, oui. Oui. Oui, j'ai su bien après, oui, ce que c'était que d'être passionné par... Oui, je sais ce que c'est. Ça ressemble à quoi alors, l'amour le vrai? L'amour le vrai, ça fait que tu penses à l'autre quand tu te réveilles, tu penses en te couchant, t'as envie de le voir et même si c'est pas possible, enfin... Donc en fait, ça fait plus mal que bien, en fait. Ça dépend, parce que bon, Dominique, c'était pas vraiment tout à fait ça, mais on s'entendait très très bien. Avec Dominique, les choses étaient possibles. Bon, là voilà, ce que j'ai vécu récemment, c'était pas possible. Donc là, ça fait mal, parce que tu sais que c'est pas possible. Alors bon, pourquoi c'était pas possible plus récemment? Parce que 15 ans d'écart, parce que 400 km d'écart, parce que 15 ans d'écart surtout, voilà. Donc bon, bref, on va passer à autre chose, mais alors c'est à la fois merveilleux, parce que ne pas aimer personne, c'est triste. Et moi, je suis faite pour aimer. Enfin, je suis faite pour avoir des émotions, pour ressentir. Moi, si j'aime personne, je meurs de chagrin. Voilà. Je préfère, à la limite, tant pis, passer à côté de quelque chose. Mais non, être avec quelqu'un juste, je l'ai bien vu, juste pour que ce soit quelque chose de raisonnable. Là, maintenant, je sais que je suis pas faite pour ça. Vous n'êtes pas faite pour être raisonnable? Non, pas du tout. Comment vous l'imaginez, vous, la suite? Bon, il y a ce magasin. On va mettre les auditeurs dans la confidence. Ce magasin, c'est une grande partie de votre vie, mais un jour, si c'est possible, vous aimeriez bien passer la main, trouver un repreneur, comme on dit. Mais ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval, un bon repreneur. Non. Là, récemment, j'ai refusé de vendre parce que le prix était quand même très modeste. Et puis... alors je me suis fait engueuler évidemment par celui qui m'avait trouvé l'acheteur potentiel, parce que lui il passait à côté de sa commission. Mais en plus il y a un truc qui m'a arrêté. Enfin c'est mon côté vraiment humain à fond. Ils ont dit ok, le magasin nous plaît, ok on est intéressé, ok on est d'accord pour signer. Ils n'ont pas demandé à voir les gens avec qui je travaille. Ils n'ont pas demandé à voir mon personnel.
Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est comme on dit aujourd'hui, c'est red flag, ça. Je pense que ça veut dire red flag. Drapeau rouge. Oui, c'est ça, drapeau rouge. Et je me suis dit, mais non, mais attends, mais moi, mes petits gars, je suis avec eux, il y en a un, je travaille avec lui depuis 25 ans, enfin, et puis ils sont tous vachement bien, mais ils n'ont pas demandé à voir mon personnel, ça va pas du tout. Donc c'était pas le bon repreneur potentiel. Mais je pense que c'était pas le bon et que c'était pas encore le bon moment, parce que quand la semaine où c'était entre le fait qu'ils aient fait la proposition et que normalement je devais signer 8 jours après, cette semaine-là, j'ai eu de la fièvre, pire que quand j'ai eu le Covid. J'ai eu de la fièvre tout le temps. Et j'avais pas le Covid, j'avais pas la grippe, je me suis fait des tests. Et j'ai demandé à quelqu'un qui pratique la médecine chinoise et qui savent les relations entre les manifestations physiques et le mental, etc., et l'émotionnel. Et on m'a dit, la fièvre, c'est les décisions importantes à prendre. Je fais d'accord, j'ai compris. Bon. Alors, il n'y avait peut-être pas que c'est l'explication que m'a fournie un thérapeute. Et puis j'ai appelé le négociateur, je lui ai dit, non, je vends pas. Alors il a fait des bons dans tous les sens, mais c'est pas possible. Mais c'est vous la patronne, Isabelle, c'est vous qui décidez quand même à qui vous allez revendre ou pas. Enfin, mais je lui ai dit non. Non. Il nous reste peu de temps, Isabelle. Ce magasin, c'est plus qu'un magasin. Il représente quoi à vos yeux? Enfin, c'est plus qu'un boulot, je veux dire, plus qu'une activité professionnelle, j'imagine. Mais c'est qu'on se sent utile. C'est ça, c'est que quand on conseille quelqu'un qui revient vous voir en disant je vais mieux avec ce que vous m'avez trouvé, avec ce que vous m'avez conseillé, mais ça donne du sens à la vie, on se sent utile. Je sais que vos parents étaient médecins tous les deux. Enfin, moi je me considère pas comme, je vais ramener un médecin d'une autre façon, mais aider les gens, ne serait-ce qu'avec une fleur de bac qui va aider leur émotionnel, c'est déjà beaucoup. Déjà les écouter, c'est beaucoup. Parce que dans beaucoup d'endroits, on n'écoute plus les gens. Et moi, je passe souvent 3/4 d'heure avec la même personne, assis tranquillement à une petite table pour discuter de ce qui ne va pas, trouver un élixir, trouver quelque chose qui soigne déjà leur émotionnel, parce que ça passe souvent par ça. Et ça donne du sens à la vie, tout ça. C'est pour ça que je vais avoir du mal à arrêter. Ou alors, il faudrait que je trouve quelqu'un qui rachète et qui me permette de continuer à faire des entretiens avec les clients, je sais pas, j'en sais rien. Bon, c'est pas encore d'actualité, et l'histoire le dit. Je sens que je fatigue, mais vraiment, il y a des moments où je me mets à pleurer d'un seul coup de fatigue, parce que j'en peux plus, et je sais bien qu'il faut que je passe la main, comme on dit, mais punaise, c'est dur. C'est dur parce que ma vie privée est inexistante, à part Pinko, qui est mon adorable chat. Qui est donc revenu après un mois de vadrouille et qui ce soir est dans votre lit. Bon, il est 1h54, vous l'oiseux de nuit, maintenant vous allez raccrocher d'ici quelques instants. Qu'est-ce que vous allez faire de cette nuit? Alors, pour une fois, je ne vais pas retourner au magasin, parce que ça m'est déjà arrivé de retourner au magasin à 2h du matin, mais là non, je vais rester avec mon petit Pinko, parce que je suis déjà très contente qu'il soit revenu au bout d'un mois de vadrouille et qu'il soit là. Non, je vais pas faire la folle ce soir. Je vais peut-être pas dormir tout de suite parce que j'ai plus de sommeil. Souvent, je tombe de sommeil à 9h, mais à 2h du matin, j'ai les yeux bien ouverts. Mais j'en sais rien. Câliner mon chat, tiens, c'est pas mal. Voilà qu'un beau programme. C'est un plaisir de vous parler cette nuit, Isabelle, pour cette libre antenne spéciale sur Radio Resto. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end en attendant. Moi aussi, si vous le permettez, je vous embrasse. Et puis moi aussi, c'est toujours un plaisir de parler avec vous, vous le savez bien. Et puis bonne nuit, même si c'est pas tout de suite que vous allez dormir non plus, vous, je suppose. Et vous non plus. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. C'est ainsi que va s'achever cette émission pour ce mardi. Dès la semaine prochaine, 21h, on reprendra le cours normal de juste avant la nuit. En attendant, vous pouvez m'écrire, je vous y invite, j'aime vous lire. social@johanrock.fr, ça c'est la boîte email dédiée à cet effet. Vous pouvez m'écrire également sur mon compte Instagram, Instarock, ROQES tout attaché, ou alors laissez un petit message, un petit vocal sur le répondeur 07 56 85 55 85. Parlez de cette émission
avec vos amis, vos collègues, faites-la connaître cette émission. N'hésitez pas, et puis dès demain à partir de 18h, vous retrouverez le podcast et le replay de Juste avant la nuit de cette semaine sur les plateformes de streaming Apple Podcast et Spotify. Et puis tiens, si vous voulez soutenir également l'émission, vous le savez, vous pouvez vous abonner, donner pour la cagnotte, c'est en homepage de mon site internet www.johanrock.fr. C'était comme chaque semaine un plaisir d'être avec vous, qui êtes encore à cette heure-ci très nombreux derrière vos écrans. Je vous souhaite une bonne nuit, une belle semaine, et puis je vous donne rendez-vous dès mardi prochain, 21h évidemment, juste avant la nuit.